Et je vous euh, Bonsoir tout le monde, bonsoir Fabien, Charles, bonsoir Bonsoir. Denis, bonsoir tout le monde. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir pour écouter, ensuite discuter avec Fabien. Fabien est vraiment un docteur, et c'est un chercheur en logique, en philosophie du langage. Il a publié beaucoup d'articles, bien sûr. Il suffit d'aller sur Phil, la page ou le site web people.org pour voir la liste un peu assez détaillée avec des résumés de ses publications les plus récentes. Donc, Fabien Chang est docteur en philosophie de l'Université de Lorraine, à Nancy, et comme je viens de dire, chercheur en philosophie de la logique et du langage. Il a écrit dans plusieurs revues très reconnues comme Syntaxe et sémantique, Philosophia Scientia, Le Philosophoire. Et il a publié bien sûr sur Quine et l'extensionnalisme, sur Russell et les attitudes propositionnelles, et sur beaucoup d'autres choses et sujets comme l'opposition, analyse logique d'une notion flottante. Vous trouvez toutes ces publications sur sa page web en allant sur le site philpeople.org, entre autres, hein. Je pense qu'il a affiché aussi ses publications ailleurs. Et je vais lui laisser immédiatement la parole pendant 1 heure. Et ensuite, on aura l'occasion de discuter avec lui. Le titre de Fabien ce soir, c'est Être et ne pas être. Tout est relatif, monsieur Aristote. Merci Amdi, merci à tous pour votre présence. Donc j'espère que les diapositives sont disponibles sur votre écran, que vous voyez bien le titre, hein. Donc être à ne pas Oui. être, effectivement. Alors ce titre-là, j'ai choisi parce que c'est une traduction, on va dire, simpliste pour les francophones que nous sommes, d'un article que j'ai coécrit avec un ami brésilien qui s'appelle Evandro Luiz Gomes, et avec qui en fait on a produit en fait un travail de recherche il y a 10 ans environ sur une sémantique formelle dont l'objectif serait d'être multivalente et en même temps d'essayer d'aborder des paradoxes ou des problèmes de logique et en interface avec le langage ordinaire. J'aurais pu l'appeler autrement. Donc, le titre de l'article que je vais vous présenter aujourd'hui en anglais, donc ce sont des diapositives anglais que j'ai présentées pour que les anglophones qui écouteront plus tard en fait puissent suivre un petit peu le débat. C'est relative contradictoriness. Donc, ça veut dire en gros la contradictorité relative, vraiment traduite très mal en français. C'est le caractère relatif de la notion de contradiction, voilà, qui est le titre de l'article. Donc c'est pour ça que je dis tout est relatif, monsieur Aristote. C'est un mauvais jeu de mots, on va dire, par rapport à Aristote, qui est censé être celui qui a initié la logique formelle, celui qui a codifié, on va dire, la logique le premier, et qui va imposer le principe de contradiction comme l'un des piliers de la pensée. Alors on va venir sur ce pilier, on ne va pas chercher en fait à l'égratigner, mais plutôt en fait à le complexifier, on va dire. Et je vais essayer de le faire à partir d'une interprétation pragmatique de la logique, sachant que si je ne me trompe pas, il y a récemment un chercheur de linguistique qui a fait une conférence ici à Mohattabat et qui avait expliqué que Mohattabat était un acte de langage, si je ne me trompe pas, ou une allocution, un acte d'affirmation. Bah, c'est exactement en fait le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est de montrer que c'est avant tout en termes d'acte de discours que l'on peut mieux comprendre, selon moi, ce que signifie la notion de contradiction, entre autres, et puis aussi d'aborder d'autres problèmes de signification, de compréhension du langage à travers une logique formelle que j'ai proposée ici, qui n'est pas une logique, mais qui est plutôt en fait un langage formel, un ensemble de systèmes de logique un peu comme la dialogique de Shade Rahman, par exemple, est un ensemble de logiques différentes où la méthode est la même. Le cadre formel est le même. Là, j'ai proposé un cadre formel pour expliquer ce que la notion de contradiction est censée vouloir dire. Voilà. Alors, je vais le faire donc par étapes. Je vais défiler euh, l'écran de cette manière-là. Donc ici, vous avez, je vais peut-être réduire un petit peu la taille, si c'est possible. Oui, ça durera comme ça. Donc là, c'est la page numéro 1, en fait, la page de présentation de l'article que j'ai écrit avec Evandro avec la thèse générale, je la présente, hein. Donc, je me permettrai de retraduire en français plus ou moins en fait, ce que j'ai présenté là dans les grandes lignes. Donc, la thèse que Evandro et moi avons présentée, c'est que c'est une triple thèse en fait. C'est l'idée d'abord que le concept de contradiction est relatif, donc il n'est pas absolu, il n'a pas une signification absolue unique. Deuxièmement, c'est un synonyme de la notion d'absurdité. La contradiction signifierait l'absurdité. Et l'absurdité en logique est considérée comme une constante, on dit une constante de fausseté, qu'on appelle aussi falsum en latin, et qui correspond au signe de T inversé,
euh, dans la représentation en fait formelle. C'est une formule qui est toujours fausse, la contradiction. C'est ce que je vais présenter. Troisièmement, c'est aussi qu'en général, on a tendance à vouloir définir la contradiction en termes de négation, et là, c'est le contraire que je vais faire. J'ai expliqué que c'est plutôt la notion de négation qui devrait être définie en termes de contradiction. C'est-à-dire que la contradiction va permettre de distinguer différents types de négations. Certaines négations sont contradictoires et d'autres négations ne sont pas contradictoires. Donc ça, c'est la triple thèse que je vais proposer. Et pour expliquer ces points, on va essayer de clarifier en fait le débat à travers un théorie d'un langage formel qui va chercher en fait à clarifier la signification de différents mots à partir de constantes. Comme l'habitude en logique formelle, on essaie de clarifier le langage à travers des notions qui ont une signification univoque. Donc, ce sera l'objectif à court terme ici de ce langage formel qui en fait est un ensemble de systèmes formels qu'on peut traduire à l'intérieur d'un langage formel. Voilà. Donc, je suis désolé de vous décevoir à ceux qui n'aiment pas trop la logique peut-être, ou ceux qui voudraient aborder la notion de contradiction d'un point de vue plus philosophique. C'est possible, évidemment, hein, pour aborder cette notion qui est centrale en philosophie. On la voit chez Héraclite, où tout est conflit, hein, d'après lui. On peut aussi aborder chez Hegel, qui va développer un système de contradictoire, qui prétend que la pensée est contradictoire ou auto-contradictoire, que l'identité n'a pas vraiment de sens. On pourrait l'aborder de cette manière-là, mais en général, il est assez difficile de traduire, du moins de décoder ou de codifier en logique formelle la logique de Hegel. La logique de Héraclite, j'en parle pas parce qu'il n'y a pas vraiment de logique, c'est plutôt en fait une notion de contradiction qui est derrière la réalité. Et donc, il y a un lien, en tout cas, hein. J'ai proposé dans un autre article de comment on pourrait codifier la négation de Hegel, mais j'y reviendrai dans la conclusion pour essayer de faire une passerelle quand même entre la logique technique, on va dire, et puis la philosophie, puisque c'est un système de logique philosophique, hein, que je propose ici, qui avait en fait animé mes recherches depuis la thèse, on va dire. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai d'ailleurs, Amdi, j'ai oublié de demander pour la présentation. Je vais laisser la Une parole heure, aux oui, une une heure, heure, très hein, bien, une très heure, bien, c'est bon. très bien. Ça laissera le temps de parole quand même aux invités. Donc, le plan, je vais le défiler, hein, en 5 points différents. Le premier point, c'est donc la question des valeurs de vérité et de leurs interprétations. La raison pour laquelle je m'intéresse aux valeurs de vérité, c'est que la logique telle que je l'ai présentée ici est considérée comme une science de valeurs de vérité. C'était la façon dont Łukasiewicz en particulier pensait la logique. C'est-à-dire que la logique traite en fait de relations entre le vrai et le faux de manière générale et consiste à exprimer les limites de la signification en ces termes de valeur de vérité. Il y a d'autres façons de faire de la logique, hein. Il y a aussi la logique inférentielle qui consiste à définir les constantes logiques, par exemple, par des règles d'introduction et d'élimination de constantes. Bon, c'est pas cette approche que j'ai présente ici, parce que quand on parle de contradiction, on est tout de même centré sur les notions de valeur de vérité, le vrai et le faux. Euh, on suppose que quand on se contredit, c'est qu'on dit une chose et son contraire. On dit souvent qu'on dit le vrai et le faux. Bon. Et aussi, on peut dire que quand on se contredit, on dit oui et non. Et c'est cette approche qui va m'intéresser plutôt. C'est de comprendre les valeurs de vérité en termes d'actes de discours affirmatifs ou négatifs. Bon, je vais y revenir. Quand on parle de valeurs de vérité aussi, c'est que ça permet de définir la relation fondamentale de la logique et la relation de conséquence. C'est-à-dire qu'une relation de conséquence, on suppose que vous avez une prémisse qui conduit, qui entraîne une conséquence, et on suppose que une logique, c'est plus ou moins une science de la préservation de la vérité, depuis les prémices jusqu'à la conclusion. Il y a des nuances, mais c'est bon, la manière générale dont quelqu'un comme Tarski, par exemple, avait défini de manière formelle la logique, comme la science d'étude des conditions de préservation de la vérité, des prémices jusqu'à la conséquence. Bon. Et dans ce cadre-là, la contradiction prend son sens. Donc la contradiction, apparemment, crée un problème dans les logiques en général pour garantir la signification d'un discours. Bon. Donc là, je vais voir dans ce travail qu'il y a plusieurs manières de définir les valeurs de vérité. Le vrai ou le faux ne signifie pas la même chose dans un système logique par rapport à un autre système logique. Bon. Il y avait deux auteurs australiens, Graham Beall et Greg Restall, qui avaient défini la logique comme une source de préservation de la vérité. Et ils disaient bien que ce qui distingue un système logique d'un autre, c'est la manière dont on comprend le mot vérité. Donc le mot vérité, c'est le cas, c'est ce qui est le cas, mais le cas pour un intuitionniste n'est pas la même chose que le cas pour un classique ou pour un paraconsistant. Ce sont des noms de systèmes logiques différents, et j'y reviendrai très vite. Bon. Comment on peut traduire ça après dans les actes du discours ordinaire? C'est ça qui nous intéressera aussi.
Et ce sera l'interprétation des valeurs de vérité qui permettront de comprendre ça. Donc, une fois que l'on rentre dans la question des valeurs de vérité, voilà le plan que je propose, hein. Donc, le plan, c'est que la section 1, je vais montrer qu'il y a 4 façons de comprendre la contradiction. Une façon ontologique, syntaxique, sémantique et pragmatique. Pragmatique, c'est celle que je privilégierai, alors que la piste de définition de la contradiction que je délaisse en fait depuis le début du travail, ce sera la version ontologique. Définir la vérité en termes de correspondance avec des faits, d'après moi, ne fait que compliquer, enfin, ne fait que apporter un problème à un problème initial, à savoir définir la contradiction par une notion de fait, qui, à mon avis, ne va pas vraiment m'aider à résoudre le problème. C'est plutôt faire de la métaphysique dans la logique. Et j'éviterai cette approche. Ensuite, une fois qu'on a vu les 4 manières de définir de manière générale la contradiction, j'aborderai les syllogismes parce qu'il semble, et c'est Evandro qui avait écrit un article sur ce sujet avec Itala d'Ottaviano, une logicienne brésilienne célèbre, que apparemment il existerait des syllogismes inconsistants, c'est-à-dire incohérents, dans le travail d'Aristote, oh, dans les premiers analytiques et les seconds, dans lesquels on supposerait, dans les hypothèses, donc qu'on aurait une contradiction. Apparemment, on aurait enfin une contradiction. Et ce qui est censé être impossible ou interdit par la logique formelle de Aristote serait possible techniquement dans les syllogismes. Voilà. Donc j'ai présenté un syllogisme de type Boucardo, j'expliquerai ce que c'est, qui montre qu'on pourrait admettre des hypothèses incohérentes sans pour autant en fait en déduire n'importe quoi ou sans que la conclusion n'ait pas de sens. Donc la conclusion aurait un sens même si on admet des incohérences. Ce qui paraît en porte-à-faux avec le discours qu'on attribue en général à Aristote sur la possibilité de penser de manière contradictoire. Parce qu'il disait bien que quelqu'un qui a une pensée contradictoire ne pense pas vraiment ce qu'il dit ou ne fait que du bruit. Il attaquait Héraclite sur ce sujet dans la métaphysique. On y reviendra. La section 3, je vais insister sur les 2 façons de comprendre la contradiction, la manière syntaxique, c'est-à-dire définir la contradiction en termes de forme logique, d'expression formelle, et puis la manière sémantique, qui sera donc la manière qu'on aborde en général en théorie des oppositions, hein, dans le carré d'Aristote par exemple, en termes de relation de combinaison de valeurs de vérité. C'est comme ça que la contradiction est définie en théorie des oppositions, et c'est cette approche sémantique que je couplerai en fait avec l'approche syntaxique. Bon. La section 4, c'est là où je propose d'introduire, en fait, présenter le langage formel hein, qui s'appelle ARMN, comme vous pouvez le voir ici. J'espère que c'est assez visible en tout cas. A comme en anglais, hein, A comme acceptance et R comme rejection. Donc en fait, il y a 2 actes de discours fondamentaux qui permettent de définir n'importe quel acte de discours en logique, un acte de discours affirmatif, c'est l'affirmation ou le rejet. Bon. L'affirmation consiste à dire oui, le rejet consiste à dire non. Mais non à quoi et oui à quoi, c'est tout ce qui fait le sel en fait du sujet et la distinction entre différents types de logiciels, on va dire. Quant à MN, ce sont les nombres de questions et de réponses qu'on peut poser en correspondance avec n'importe quel type de discours. Bon. Et puis l'innovation, on va dire entre guillemets, de ce sujet, c'est que vous avez ici entre crochets, vous voyez un plus et un moins. Ça, ce sont des opérateurs d'affirmation et de rejet, qui ne sont pas des opérateurs de négation, et qui n'est pas non plus l'opérateur trivial d'affirmation comme on peut le voir en logique formelle, en logique classique en tout cas. Il y a une nuance et j'expliquerai. La section 5, ça consiste à tirer des conséquences, des conclusions à partir de ce langage formel, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de sens à parler de contradiction vraie. Contradiction vraie, c'est plus ou moins en fait un slogan qui a été utilisé par un logicien australien qui s'appelle Graham Priest, et qui défend un système paraconsistant dans lequel on dit qu'il y a des contradictions vraies. J'essaierai de montrer dans quel sens cette expression est oxymorique. C'est un oxymore, et donc ça suppose que ça n'a pas de sens. Mais j'essaierai d'expliquer pourquoi est-ce que d'après Graham Priest, cette expression a un sens malgré tout. Et puis une fois que c'est terminé, une fois que j'ai présenté en fait des différentes manières de combiner le vrai et le faux, les réponses oui et non, affirmatives ou négatives, dans ce langage formel, on verra exactement comment distinguer ce que certains logiciens appellent des contradictions et ce que d'autres pensent autrement avec la même forme logique. Donc, par exemple, la contradiction P et non P, hein, pour résumer ce qu'on dit souvent en logique classique, ce n'est pas une contradiction d'un point de vue paraconsistant. C'est une étude d'un point de vue intuitionniste et classique. Pourquoi? Il faudra le montrer. Puis la conclusion consistera, encore une fois, à rappeler le caractère normatif de l'absurdité, que la contradiction signifie l'absurdité, et que ce qui est absurde dans un système est donc contradictoire, mais ce qui est absurde dans un système peut très bien ne pas être absurde et donc contradictoire dans un autre système. C'est ce qui renvoie à la relativité des systèmes, et on peut le comparer par exemple avec euh, l'opposition entre géométrie euclidienne et géométrie non euclidienne. Donc, je proposais un petit tableau à la fin du travail pour
pour montrer des liens avec d'autres domaines de discussion. Alors, on va voir d'abord donc la distinction entre différentes approches du concept de contradiction. Donc, on peut aborder cette notion, essayer de définir au moins de 4 façons. Donc, du point de vue syntaxique, ça se définit en termes de négation. C'est-à-dire que syntaxiquement, en termes de forme logique, on peut dire qu'une contradiction, c'est la conjonction d'une proposition donnée quelconque et de sa négation. Si une proposition est formalisée, symbolisée par la lettre P, on dira que la conjonction de P et de sa négation, donc non P, caractérise la contradiction. Ça, c'est le point de vue syntaxique. Le point de vue sémantique consiste à dire qu'une contradiction, c'est une relation entre deux valeurs de vérité, sans parler de négation. Donc, on dira qu'une contradiction, c'est à la fois la vérité et la fausseté d'une proposition quelconque. Donc, quand on dit qu'une proposition est vraie et fausse, on dit qu'elle est contradictoire. C'est l'approche sémantique. L'approche pragmatique que je vais défendre ici, c'est l'idée que une contradiction, ça consiste à affirmer et à rejeter en même temps une proposition donnée. Alors, on peut dire asserter, affirmer, je considère que c'est plus ou moins synonyme ici, ou alors on peut dire aussi nier ou rejeter. Donc, denial, c'est un acte de rejet, et cet acte de rejet, il constitue un acte de discours en fait basique, on va dire, qui permet d'expliquer d'autres constantes logiques, d'autres systèmes. C'est ce que je ferai plus tard. Et puis ontologiquement, alors du point de vue ontologique, on dit que une contradiction, il y a une faute ici dans le texte, ça correspond à l'occurrence, à la production de l'absence et de la présence d'un état de choses. C'est-à-dire que si un état de choses, un événement, peut-être, si je peux résumer comme ça, est présent et absent à la fois, il y a une contradiction. Donc une contradiction dans les choses et pas une contradiction dans le discours. Ça, c'est le point de vue ontologique que je ne vais pas développer ici parce qu'il créerait en fait des problèmes métaphysiques en plus du problème logique de départ qui consiste à définir la contradiction. Je me contenterai de définir logiquement la contradiction ici. Alors, je vais aborder rapidement un petit aparté sur la logistique, puisque on sait que la théorie des oppositions d'Aristote, elle avait été développée en vue de justifier, d'expliquer les démonstrations en syllogistique. Par exemple, vous savez qu'il y a un ensemble de syllogismes qui peuvent être démontrés, dont la validité peut être démontrée en appliquant une règle d'inférence qui est la contradiction. C'est-à-dire toutes les syllogismes toutes les figures qui ont la lettre C dans leur nom, Barocco, Boccardo, etc. Non, pas Camestrès, Boccardo, donc qui ont un C à l'intérieur du nom, signifie qu'il y a un moment une règle d'inférence qui est appliquée par la contradiction. C'est-à-dire qu'on suppose que la conclusion du syllogisme valide est fausse, donc on admet la contradictoire, et on montre qu'en admettant la contradictoire, on doit rejeter une hypothèse de départ. Donc on montre en fait qu'il y a quelque chose d'absurde dans la relation entre les prémices et la conséquence, et donc on rejette la conséquence qui serait contradictoire parce qu'elle aboutit à une absurdité, parce qu'elle remet en cause, en fait, elle invalide un syllogisme parfait. Bon. Pour le expliquer clairement, on va prendre un exemple. Alors ici, c'est un exemple que Evandro avait tiré des premiers analytiques, donc dans un article qu'il avait écrit avec Ottaviano Bueno, où vous avez donc deux syllogismes différents ici, un syllogisme donc gamma 1 et gamma 2. Donc gamma 1, c'est une figure Boccardo. Vous avez une particulière négative comme première prémisse, une universelle affirmative comme seconde prémisse et une particulière particulière négative comme conclusion. Bon. Et dans le gamma 2, c'est la même chose, sauf que, comme vous pouvez voir, il y a une procédure qui consiste en fait à faire que dans gamma 2, il n'y a que deux termes dans le syllogisme. On dit bien que normalement, un syllogisme doit respecter 11 règles minimales, je crois, pour garantir la validité des syllogismes, dont une qui consiste à dire qu'un syllogisme devrait contenir trois termes différents, A, B et C, comme c'est dans le cas de gamma 1, alors qu'à gamma 2, il n'y a que deux termes. Bon. Et vous voyez que le syllogisme gamma 2 contient une contradiction dans les deux prémices. On dit à la fois que tout B n'est pas A, première prémisse, et tout B est A dans la seconde prémisse. Bon. Si vous supposez qu'Aristote considère qu'une contradiction n'a pas de sens, que ça ne veut rien dire, on devrait conclure que le syllogisme gamma 2 n'a pas de sens. Donc, quelle que soit sa conclusion, il ne veut rien dire. Bon. Mais il se trouve que dans les premiers analytiques, on voit que gamma 2 est illustré et conduit à une conclusion. C'est-à-dire qu'on peut conclure quelque chose de défini, autrement dit, on ne dit pas n'importe quoi, de défini, à partir des prémices, qui dirait que tout A n'est pas A. Bon. Ben, si vous admettez les deux prémices contradictoires, vous pourriez admettre l'idée qu'il y a des A qui ne soient pas A, ce qui est une contradiction, mais qui seraient dérivées, déduites à partir
de prémices incohérentes. Voilà. Et comment on peut démontrer en fait que gamma 2 fonctionne, que c'est un syllogisme correct, tout comme gamma 1? Bon, on voit ici la démonstration. Alors, ici, vous avez donc, hein, je ne m'attarderai pas sur les détails, mais vous avez donc premièrement la démonstration du mode de la figure Bocardo avec trois termes et en bas avec deux termes. La différence entre les deux, c'est que quand vous voyez dans la prémisse 5, dans le syllogisme Bocardo classique, on va dire, eh bien, affirmer que tout B est A et que certains B ne sont pas A, c'est absurde. Ça implique une absurdité. C'est pour ça que vous voyez le T inversé là, qui signifie l'absurdité. Bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre cette situation, et parce qu'on ne peut pas l'admettre, on va réduire à l'impossible la conséquence en la niant. C'est-à-dire que la conséquence qui contredisait le syllogisme Bocardo, on va rejeter cette possibilité que la conclusion soit fausse, parce qu'elle conduit à une absurdité quand on applique le syllogisme Barbara, c'est-à-dire que quand on réduit le syllogisme imparfait à un mode parfait, on va nier, on va dire réfuter un terme de syllogisme Barbara. Et donc, vu que le syllogisme parfait est valide, on ne peut pas accepter de remettre en cause le syllogisme valide. Donc, on va rejeter par l'absurde la conséquence de la contradiction du mode Bocardo. Mais c'est pareil dans le syllogisme numéro 2, donc on n'a que deux termes, sauf que vous voyez qu'ici dans la partie 5, la conjonction de ABA et OBA n'est pas absurde. On accepte d'emblée, en fait, dans les deux prémices, une contradiction. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il arrive si on admet une contradiction? Ben, on dit en général qu'à partir d'une contradiction, on peut dire tout n'importe quoi, et si on ne dit pas tout n'importe quoi, on dira que certains A ne sont pas A, tel quel, c'est un sens qui est défini, qui n'implique pas n'importe quoi a priori. Et ça veut dire que si on applique les syllogismes de cette manière-là, on peut appliquer les mêmes règles d'inférence dans les deux syllogismes, mais la conséquence finale, elle peut être admise. On peut très bien ne pas réduire à l'impossible dans la prémisse 6, parce que dès le début du syllogisme, d'emblée, les deux prémisses qui sont incohérentes, on les admet. C'est plus ou moins la stratégie de Graham Priest, en fait, en logique formelle moderne, c'est qu'il dit, pourquoi pas admettre qu'une proposition puisse être vraie et fausse à la fois, comme ça semble être le cas avec le paradoxe du menteur, qui dit cet énoncé est faux. Le fait de dire qu'un énoncé est faux implique qu'il soit vrai, en disant qu'il est faux. Bon. C'est pareil ici avec le syllogisme. Donc, il semble que, du point de vue syllogistique, technique, cette conséquence est correcte, elle respecte les règles, mais elle repose, encore une fois, sur des hypothèses qui sont incohérentes. Donc, on peut très bien dire des choses signifiantes à partir de prémices cohérentes à l'intérieur même de la syllogistique d'Aristote. C'est intéressant de le faire signaler. Et donc, ça veut dire que le syllogisme ne prouve absolument pas qu'une incohérence n'a pas de sens. Ici, on peut accepter des prémices incohérentes et aboutir en fait à une conclusion qui, même si on n'admet pas que certains 1 ne soient pas A, a un sens. Donc, l'idée première, c'est que normalement, on suppose qu'une incohérence entraîne une contradiction. C'est ce que l'on considère du point de vue classique. On dit que dès qu'on a en fait deux informations incohérentes, on rejette cette incohérence au nom de la contradiction qu'elle produit. Et donc, si la contradiction est produite, c'est parce qu'elle entraîne une absurdité. Si l'absurdité est produite, elle entraîne l'exclusion, le rejet de ce qui cause l'absurdité, la prémisse contradictoire dans Bocardo par exemple ici. Et si on obtient une exclusion ou un rejet, ça veut dire qu'on va réduire à l'absurde, encore une fois, une des informations de départ qui doit être rejetée. C'est ce que dit Popper, hein, par exemple, quand il y a une contradiction entre un fait, entre guillemets, et une théorie générale appliquée, c'est que le fait qui n'est pas expliqué par la théorie est censé rejeter par l'absurde de la théorie qui n'est pas capable de tout expliquer. Bon. C'est plus ou moins ce qui arrive ici dans le syllogisme. Et ça veut dire que dans le cas qui nous intéresse, le fait qu'on admette une incohérence au départ n'implique absolument pas une absurdité dans la conclusion. Rien ne nous empêche d'accepter l'idée que certains A ne soient pas A. En tout cas, ce n'est pas absurde par le calcul, par la démonstration logique. La démonstration, elle est faite, mais la conclusion ne dit pas tout n'importe quoi. Donc c'est en ce sens-là qu'Aristote pourrait très bien être mitigé. En fait, on pourrait mitiger le discours d'Aristote dans sa critique d'Héraclite, par exemple, selon laquelle dire une chose c'est son contraire, c'est contradictoire, je devrais dire, ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose ici. Je vais aborder maintenant la contradiction en syntaxe et en sémantique. Donc, c'est-à-dire, en fait, dans sa forme logique et dans l'étude de ses conditions de vérité pour définir la contradiction. Alors, il y a un argument qui est intéressant, c'est qui consiste à dire qu'il y a un débat entre deux personnages, donc deux Australiens, Graham Priest, qui donc disait qu'il y a des contradictions vraies et qui admettait que des contradictions soient vraies, c'est-à-dire que dire qu'une chose est vraie et fausse peut être considéré comme vrai. Et puis, il y a quelqu'un qui a totalement rejeté en fait ce point de vue, qui s'appelait Hartley Slater,
qui nous a malheureusement quittés, qui avait été longtemps en fait un ardent défenseur de la logique classique contre ce qu'on appelle la paraconsistance. Paraconsistance qui admet des incohérences vraies, on va dire. Et donc, voilà l'argumentation que Hartley-Slater avait proposée pour dire que ce que Priest appelle une contradiction n'en est pas une. C'est-à-dire que si quelque chose est vrai, ça ne peut pas être une contradiction par définition. Parce qu'une contradiction ne peut pas être vraie par définition, elle est absurde. Bon. Alors voilà l'argumentation qui repose en 6 étapes. Euh, Par définition, la théorie des oppositions d'Aristote, encore une fois, dit que les contradictoires ne peuvent pas être vrais ensemble. C'est la définition canonique de la contradiction. Donc un énoncé et sa négation sont des contradictoires, dit Slater. Point 2. Si une logique est paraconsistante, alors ça veut dire que dans cette logique, il y a des valuations, c'est-à-dire des attributions de valeur de vérité à des propositions, qu'on représente ici par une lettre grecque phi, qui consiste à attribuer en fait à phi et à la négation de phi, symbolisé par le symbole devant la lettre, la variable, signifie qu'on donne une valeur désignée, c'est-à-dire une valeur en fait qui préserve la vérité, aux deux termes, aussi bien à la proposition phi qu'à sa négation. Donc en paraconsistance, apparemment, il serait possible de dire que les deux propositions contradictoires sont vraies ensemble. Quatrièmement, si par exemple on prend deux propositions quelconques, phi et psi, qui reçoivent une valeur désignée, c'est-à-dire au moins vraie, alors ça veut dire que phi et psi peuvent être vrais ensemble dans ce système. Donc ça implique que dans une logique paraconsistante, point 5, une proposition et sa contradictoire peuvent ne pas être contradictoires. Parce que si elles sont contradictoires, indique qu'elles ne peuvent pas être vraies ensemble. Donc Hartley-Slater en conclut que les négations paraconsistantes, c'est-à-dire les négations qu'on utilise en logique paraconsistante, ce n'est pas vraiment une négation, ce n'est pas une négation, c'est autre chose. Parce qu'une vraie négation ne permet pas en fait de faire admettre deux propositions comme vraies quand on applique la négation de l'une. Si P est vrai, non P, la négation ne peut pas être vraie si la négation en est une authentique. Donc Hartley-Slater dit que ce que Slater appelle négation, c'est autre chose. Il dira que c'est une relation de subcontrariété en théorie des oppositions et pas une relation de contradiction. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais en gros, c'est qu'il y a malentendu sur le terme. C'est qu'en fait, c'est comme si on dit que un chat est un chien. Plus ou moins, c'est que c'est ça, il y a un malentendu verbal sur ce que négation veut dire ici. Voilà ce que disait Slater contre Priest. Et donc, si on veut redéfinir ici la négation, si on veut savoir ce que c'est qu'une négation, il y a plusieurs manières de le définir. Ici, vous avez 6 clauses qui permettent de définir la négation. Ce sont des clauses qui ont été proposées par Heinrich Johanzig dans un article consacré à la notion de vérité selon Priest. Contradiction selon Priest. Et voilà comment on peut définir la contradiction. Donc on peut dire qu'une proposition et sa négation ne peuvent pas être vraies ensemble. Première définition de la négation. Deuxième définition de la négation, phi et non phi ne peuvent pas être fausses ensemble. Donc là, c'est plus la contradiction, mais c'est toujours une manière de définir la négation. Troisième manière de définir la négation, si une proposition est vraie, alors sa négation est fausse. Quatrièmement, si une proposition est fausse, alors sa négation est vraie. Cinquièmement, si la négation d'une proposition est vraie, alors son affirmation, la formule de départ, est fausse. Et également, si la négation d'une proposition est fausse, alors la proposition elle-même est vraie. Voilà. Il y a écrit nécessairement devant les 4 dernières clauses. Pourquoi? Parce que quand on dit nécessairement, ça suppose qu'il y a une relation de conséquence. Pour n'importe quelle proposition, cette clause s'applique dans tous les domaines, dans tous les modèles, on dirait. Et donc ça, c'est la traduction formelle. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas trop peut-être l'habitude des formalismes, je traduis en fait. Le symbole, là, c'est ce qu'on appelle le tourniquet. Ça signifie que ce qui est à droite du tourniquet est vrai pour n'importe quelle interprétation des formules. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à gauche, il n'y a aucune condition. En toutes circonstances, la négation d'une proposition et de sa négation est vraie. En toutes circonstances, point 2, la négation de la négation d'une proposition, plutôt, la négation de la fausseté d'une proposition et de la négation de sa fausseté est vraie, etc. Ça, c'est la double négation, qui consiste à dire que si une proposition est vraie, alors sa négation est fausse. Donc la négation, elle est là. Et ici, dans le formalisme, on traduit la négation, la fausseté par une autre négation. C'est comme ça que Vanzing traduit le vrai en faux, c'est que le faux est censé être la négation du vrai.
Dans le cas numéro 4, ben, on a simplement en fait une formule triviale, hein, qui consiste à dire que, si vous regardez encore une fois quatrièmement, c'est si phi est faux, alors non phi est vrai. Donc si une proposition est fausse, sa négation est vraie. Ici, quatrièmement, ce qui signifie que phi est faux, c'est cette formule-là. Évidemment, sa négation, ben, il n'y a aucune différence entre la négation de phi et la fausseté de phi. Donc c'était un trivialisme ici. Pareil pour 4, 5, et pour 6, ben, c'est l'autre sens de la relation de double négation. 3 et 6 définissent la relation de la loi de double négation, qui est constitutive des propriétés de la négation. Voilà. Donc on a un ensemble de théorèmes ici qui semblent être capables de définir ce que c'est qu'une négation. Bon, en 6 points. Alors, est-ce que cette négation est la seule qui existe? Non, évidemment. Je vais essayer d'en proposer d'autres, en montrer d'autres, hein, celles qui existent dans le système de logique. Et comment est-ce qu'on pourrait comprendre exactement la relation qu'il y a entre négation, valeur de vérité et contradiction? C'est ça le problème, en fait. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui définit quoi, en fait, dans ces termes. Et on va le faire à travers, en fait, un traitement unifié de la notion de contradiction, la contradictorité, ce qui est l'est, en fait, hein, si je ne dis pas en français, mais c'est comme ça qu'en anglais, on dirait le caractère contradictoire de quelque chose. On va essayer de traiter de manière unifiée, dans un langage formel commun. Alors ici, vous avez avec les deux apostrophes, donc les astérisques, plutôt la définition de la bivalence, comme vous pouvez voir ici exprimée dans ces. Alors que dit la loi de bivalence, le principe de bivalence, donc quelconque, pardon, phi ici, ne peut pas être du point de vue sémantique. On dit aussi que phi ne peut pas être A, c'est-à-dire qu'elle doit avoir au moins une valeur de vérité, point 2, elle doit avoir au moins au maximum une valeur de vérité et au minimum une, 1 et 2. C'est ce qu'on appelle plus ou moins la contradiction et non-contradiction et le tiers exclu. On va y revenir. Quatrièmement, on a ici, donc troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, 4 propriétés en termes de conséquences, relativement à l'usage des notions de vérité, qui dit que si une proposition est vraie, alors elle n'est pas fausse. Si elle n'est pas vraie, alors elle est fausse. Si elle est fausse, alors elle n'est pas vraie. Et si elle n'est pas fausse, alors elle est vraie. Ça, c'est la définition de la bivalence en termes de contraintes sur l'usage des valeurs de vérité. Donc, la bivalence, c'est un ensemble de contraintes sur l'usage que nous avons des mots comme vrai et faux, des valeurs de vérité. Ça, c'est pour la bivalence. Alors, je vais rapidement expliquer en détail, par détail justement, de façon synthétique, on va dire, ce que c'est que ARMN. Donc, c'est un ensemble de systèmes logiques dans lesquels vous avez deux opérateurs principaux, donc qui sont, comme vous voyez ici, entre crochet plus et entre crochet moins, les actes d'affirmation et de rejet. Donc, quand vous dites oui ou quand vous dites non, sans dire exactement à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non. C'est ça qui fera l'intérêt des logiques affirmatives. Donc, ici, vous avez un ensemble de vérité, un ensemble de valeurs désignées, c'est-à-dire en fait ce qui préserve la vérité, même si on complexifie un peu le sens des mots vrai et faux, comme quand on a tout à l'heure une proposition qui serait vraie et fausse à la fois. Et puis O, c'est l'ensemble des connecteurs de position. Exposant n. Alors m exposant n parce que le nombre de valeurs de faire dans un système de logique. On dit le nombre de questions qu'on suppose pertinentes dépend de la façon dont on contraint, dont on pose des contraintes sur le sens de vrai et faux. Et donc plus on est tolérant, on va dire, sur le sens de vrai et faux, plus on est relativiste, on va dire par exemple, plus on a de questions différentes à poser parce qu'elles sont indépendantes les unes des autres. Alors que quand on est un logicien classique, on suppose que les contraintes sur le vrai et faux sont strictes, comme on l'a vu précédemment. Quand on est intuitionniste, aussi. Alors on appellera ça valeur algébrique. Valeur algébrique, c'est quoi? C'est une combinaison de valeurs basiques, vraies et faux. Et on peut combiner ces valeurs vraies et faux dans un ensemble ordonné de formules qui dépendent du nombre de questions et des réponses. Voilà, ce sera plus concret dans quelques diapositives. Et donc, ça veut dire que pour chaque fois que vous avez une proposition, donc le A, là, c'est donc une fonction de valuation qui consiste à attribuer une valeur algébrique à une proposition quelconque. Et la valeur algébrique concerne, en fait, correspond à un ensemble de réponses qu'on peut donner à un ensemble de questions posées relativement à la proposition. Et c'est ça qui donne le sens à la proposition. C'est plus ou moins ce que Frege faisait dans sa théorie du jugement, où il disait que quand on considère une proposition,
dessus sans s'engager sur sa vérité ou sa fausseté. Alors que quand on a, certes, quand on juge euh, une proposition, c'est qu'on s'engage sur sa vérité ou sur sa fausseté. Quand on s'engage, ce sont les réponses, et quand on considère une proposition, on pose la question. Voilà. Et le jeu de questions-réponses constitue le socle de ce langage formel. Voilà. On peut compliquer, comme vous voyez, hein, donc les langages formels. Ici, par exemple, vous avez AR, 2 exposant 2. Donc, vous avez 2 questions et 2 réponses relativement à une proposition quelconque. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez demander si la proposition est vraie, mais vous pouvez aussi demander si elle est fausse. Parce que les réponses sont indépendantes les unes des autres, ce qui est impossible en logique classique. En logique classique, si vous demandez si une proposition est vraie, que vous dites oui, alors elle ne se pose pas. Elle n'a aucun intérêt. Elle est triviale. Alors que dans des logiques multivalentes, comme on va le voir ici, donc il n'y a plus de 2 valeurs de vérité, mais qui affirmer ou rejeter, dire oui, dire non, et bien on peut produire des valeurs algébriques plus complexes. Ici, vous avez par exemple un ensemble de 4 valeurs de vérité. Donc vous avez 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, qui consiste à dire 2 fois oui à la question de savoir si la proposition est vraie, puis fausse, une fois oui, une fois non dans l'ordre, une fois non, une fois oui, et puis 2 fois non. Donc l'ensemble des réponses possibles données à des questions identiques montre des attitudes différentes de locuteurs différents, qui ne posent pas les mêmes contraintes sur le sens des valeurs de vérité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, si on peut dire ainsi, ça reste très formel évidemment. C'est quoi formel, pardon. Ça consiste à inverser les réponses. Par exemple, si vous dites dans l'ordre oui et non à la question de savoir, eh bien, poser la même question sur la négation de cette proposition, ça consiste à répondre non et oui. Vous allez inverser ça pendant les termes, parce que les filles auront la même chose que la réponse ordonnée relativement à l'affirmation de la proposition. Donc là, vous avez une définition de la conjonction, de la disjonction, qui consiste à dire que la question relativement à la vérité de la proposition reçoit la valeur minimale quand c'est la vérité et maximale quand c'est la fausseté. Bon. C'est une définition algébrique qu'on a tendance à utiliser pour définir en termes de logique algébrique hein, les connecteurs, alors que dans la disjonction, c'est le contraire. C'est que la valeur maximale est donnée pour la question sur la vérité et une valeur minimale à la question sur la fausseté. Vous avez des tableaux de vérité, hein, ce qui est bon, un peu laborieux, mais qui permet de définir clairement les conditions de vérité des connecteurs en fonction des questions qui sont posées relativement aux propositions données. Voilà. Donc, la négation d'une proposition qui est considérée comme vraie et fausse, eh bien, elle est vraie et fausse également, puisque vous direz qu'elle est vraie et fausse, donc elle est fausse et vraie. Si vous dites qu'une proposition est vraie mais pas fausse, vous direz que sa négation n'est pas vraie mais est fausse, etc., etc. Voilà. C'est comme ça que on procède hein, pour essayer de définir les conditions de vérité et de distinguer les si valides ou pas, afin de distinguer les systèmes logiques entre eux. Considéré comme un socle, on va dire un pilier de beaucoup de systèmes logiques, en particulier des systèmes logiques classiques et intuitionnistes, mais qui n'est pas censé être défendu, par exemple, dans les logiques multivalentes. Alors, je prends un exemple assez connu, hein, la logique floue. En logique floue, vous considérez qu'il y a une infinité de valeurs de vérité, de graduation de nuances, on va dire. Et donc, c'est des nuances de vérité, on ne peut pas dire qu'une proposition est catégoriquement vraie ou fausse. Et ici, vous avez 2 façons différentes de définir l'ambivalence. Vous avez d'abord l'idée que l'ambivalence signifierait que pour n'importe quelle proposition, répondre oui à la question de savoir si elle est vraie, ça signifie la même chose que répondre non à la question de savoir si elle est fausse. C'est une contrainte sur les valeurs de vérité. C'est la première définition de l'ambivalence. Bon. Cette proposition, cette formulation de l'ambivalence, elle n'est pas valable dans tous les systèmes logiques. Par contre, la seconde, elle l'est. La seconde formulation de l'ambivalence consiste à dire que pour n'importe quelle proposition, poser la question, répondre non à la question de savoir si la proposition a telle ou telle valeur de vérité, sans qu'on précise, hein, puisque vous avez ici une lettre de bas de casse i, c'est pas pour n'importe quelle question, alors ça implique que vous ne pouvez pas dire en même temps oui à une même question. Par contre, on peut très bien répondre oui à la question de savoir si la proposition est vraie ou fausse, séparément. Les deux choses ne sont pas identiques. Donc, les types d'actes de discours ne sont pas à confondre avec les valeurs de vérité des propositions. Parce que les personnes qui parlent peuvent très bien
à imposer des contraintes variables différentes aux valeurs de vérité qu'ils utilisent. Donc, demander, par exemple, à un bouddhiste ce que signifie qu'une proposition est vraie, ça n'a pas du tout le même sens que de poser la même question à un jain. Ce sont des logiques indiennes dans lesquelles le sens des valeurs de vérité est totalement différent, j'en ai parlé ailleurs, et ça renvoie plus ou moins à l'idée de ce qu'on entendrait par vrai d'un point de vue relativiste ou d'un point de vue dogmatique. Le sens est différent. La logique permet d'expliquer ici. Vous avez donc un sens de bivalence, c'est intéressant de le retenir. Je passerai plus vite ensuite les diapositives, puisque bon, le temps passe quand même et il ne faudrait pas se perdre dans les détails. Donc, si vous appliquez ici le système avec deux questions différentes et que vous répondez par oui ou par non, vous voyez qu'ici, il y a certaines clauses euh, qui définissent la négation qui ne sont pas validées. Les deux premières. Les premières clauses, elles ne sont pas validées parce qu'on peut très bien utiliser les valeurs de vérité en un sens qui remettent en cause les propriétés classiques de la négation. Donc, les propriétés 1 et 2, apparemment, ne caractérisent pas, dans tous les cas, ce que signifie la négation. Les opérateurs d'affirmation et de négation permettent d'expliquer dans les systèmes. C'est-à-dire que l'affirmation, c'est un opérateur, comme vous voyez ici, et la négation, alors j'aurais plutôt dire le rejet, parce que ici, c'est l'opérateur de négation, mais au sens d'un acte du discours, pas au sens d'un opérateur euh, propositionnel. Ce n'est pas un connecteur, là, c'est un acte. Quand on affirme quelque chose, ça veut dire que la valeur dont vous parlez, sa valeur reste inchangée dans le codomaine. C'est-à-dire, en fait, quand on fait des applications, on attribue en fait une valeur à une proposition et on dit quelle est la valeur qui résulte si on applique un opérateur sur une valeur de vérité. On transforme la valeur de vérité. Si on affirme une valeur, on ne va pas changer la valeur donnée. Par contre, on peut très bien changer la deuxième valeur. C'est quoi Y? C'est dans une paire de valeurs, avec par exemple une question sur la vérité et la fausseté. Là, vous allez dire que si une proposition est vraie, X par exemple, alors elle n'est pas fausse. Avec la barre qui signifie ici la négation métalinguistique. C'est en fait ne pas être faux, quand on parle des valeurs de vérité. La négation, par contre, ça consiste à nier une valeur, ça consiste en fait à la rejeter. Donc vous allez prendre une valeur quelconque X, nier cette valeur, ça consiste à dire à la rejeter dans le résultat final. Donc il y a une différence entre l'affirmation et la négation ici. Et vous voyez que l'affirmation, ça consiste bien à faire quelque chose. Ce n'est pas trivial de parler d'affirmation dès lors que vous avez un système logique dans lequel vous ne supposez pas que le vrai et le faux sont exclus l'un de l'autre et que l'absence de l'un implique la présence de l'autre. Dès lors que le vrai et le faux ont des sens plus subtils, l'affirmation devient un opérateur significatif et pas trivial comme c'est le cas en logique classique. Et puis la forme logique des propositions dans ce langage formel, ça consiste à dire que quand on prend une proposition, il faut toujours se demander exactement ce que l'on fait avec elle. C'est une approche pragmatique. C'est-à-dire que quand on présente une proposition, soit on l'affirme, on s'engage sur sa vérité ou sa fausseté, on rejette, on ne s'engage pas sur sa vérité ou sa fausseté. Dans tous les cas, on fait quelque chose. Voilà. Il faut bien distinguer encore une fois, vous voyez bien le plus et le moins, parce que quand on dit qu'une proposition est fausse, ça veut dire qu'on s'engage sur la vérité, sa négation. Alors que quand on dit, ici, quand on rejette, par exemple, rejeter une proposition phi, on ne s'engage pas sur la vérité de la fausseté de phi. On dit simplement qu'on ne s'engage pas sur la vérité. C'est-à-dire que quand on rejette, on ne s'engage pas sur la valeur de vérité. On dit que on n'accepte pas, enfin, on ne s'engage pas, oui, sur la vérité et la fausseté. Donc, il y a une différence à faire ici entre cette formule, l'acceptation, on va dire, de la négation de phi, et puis le rejet de phi. C'est pas la même chose. Et Frege, dans sa théorie du jugement, confondait l'une et l'autre. Il disait, pour des raisons indépendantes, que rejeter une affirmation, ça revient à accepter rejeter une proposition, ça revient à accepter sa négation. C'est-à-dire que si vous ne dites pas qu'une proposition est vraie, alors automatiquement, c'est que vous acceptez l'idée qu'elle est fausse. Vous vous engagez. On s'engage toujours dans la théorie de Frege. Et ça posait des problèmes pour exprimer certains systèmes logiques dans lesquels il est possible de ne pas s'engager. Ce qui correspond plus ou moins à la position du sceptique en philosophie. Alors ici, vous avez une traduction des propriétés de la bivalence, donc 3, 4, 5, 6, où vous avez un opérateur donc, qui consiste à imposer des contraintes sur les valeurs de vérité. Vous voyez par exemple que l'opérateur, là, avec une lettre de bas de casse 1, 2, 3, 4, consiste à imposer une contrainte sur les valeurs de vérité, une seule. Par exemple, on dira la contrainte numéro 3 consiste à appliquer un opérateur d'affirmation tel que affirmer vrai implique contraint à penser qu'elle n'est pas fausse.
ou affirmer qu'une proposition fausse implique de penser qu'elle n'est pas vraie. Et vous avez toujours une contrainte, mais les contraintes varient d'un cas à un autre. Donc vous avez, en partant du principe qu'une proposition peut avoir une valeur algébrique, où vous associez en fait une valeur sur sa vérité et une valeur sur sa fausseté, présumée, vous avez quatre opérateurs différents. C'est-à-dire que l'opérateur 1 consiste à dire que si une proposition reçoit le vrai et le faux, alors affirmer cette proposition consiste à dire qu'on va accepter sa vérité, mais pas sa fausseté. Parce que la contrainte de la bivalence numéro 3 exige que tout ce que l'on considère comme vrai ne soit pas considéré comme faux. Et ainsi de suite pour les autres opérateurs. Donc on a toujours une contrainte, mais qui s'applique, on va dire, de manière unique pour caractériser un aspect de la bivalence, mais pas tous. Mais pas tous. C'est ça qui est intéressant dans la suite. La négation, par contre, a toujours le même sens. Hein. Donc, vous avez ici l'inversion des paires, on va dire, ordonnées de réponses, oui et non, qui sont inversées lorsqu'on pose des questions sur la négation de la proposition correspondante. Donc, supposer par exemple qu'une proposition est que sa négation n'est pas vraie et fausse. Ça consiste à dire oui puis non, ou alors à dire d'abord non puis oui oui lorsqu'on parle de la négation. Et la négation se comporte toujours de cette manière-là dans le système, dans le langage formel. La négation a sa définition claire ici. Ici, c'est la définition, la traduction plutôt de la bivalence en termes d'opérateurs d'affirmation et de rejet sur des propositions. Donc, la signification des différentes contraintes de la bivalence. Donc, aucune proposition et sa négation ne peuvent être vraies en même temps. Ça consiste à rejeter l'idée qu'on s'engage sur la vérité et sur la fausseté d'une même proposition. Donc ici, la forme logique est plus compliquée, hein, évidemment, parce que quand on dit que P et non P en logique classique, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle de ce que l'on fait avec les propositions, de la valeur des propositions, de la relation syntaxique entre des formules? Là, on insiste vraiment sur le caractère pragmatique, c'est qu'il faut aller au-delà des valeurs de vérité pour savoir ce que l'on fait avec elles. Puisqu'on peut très bien ne pas accepter l'idée que le vrai exclut le suppose. Et donc, ça donne le droit à la paraconsistance de faire sens en utilisant des valeurs de vérité plus tolérantes. On va dire. On accepte le vrai et le faux en même temps. Mais il reste à savoir les raisons pour lesquelles on peut le faire. Donc, ici, vous avez une traduction, hein, et toutes ces formules-là ne sont pas toujours valides. C'est ça l'intérêt. Et donc c'est la fin des définitions d'ambivalence. Et la question, c'est de savoir dans quel système logique ces propriétés d'ambivalence sont ou ne sont pas valides. Autrement dit, là, elles sont considérées comme logiques ou pas logiques. Ben, c'est ce qui conduit en fait à la distinction euh, entre ici vous avez des opérateurs qu'on peut combiner. Hein. On peut combiner en fait, différentes clauses de la bivalence pour dire que deux clauses sont admises, ou trois, ou deux clauses séparées. On peut dire qu'on peut combiner en fait parmi les six clauses des opérateurs différents. Et en fait, ça donne 16 opérateurs d'affirmation différents. On va s'intéresser à quelques-uns d'entre eux. Ici, par exemple, c'est quoi un opérateur d'affirmation paracouplet? C'est un opérateur dans lequel, en fait, qui correspond plus ou moins au traitement des valeurs de vérité d'un point de vue intuitionniste. Et ça veut dire que si on admet cet opérateur, on consiste à dire que d'un point de vue intuitionniste, affirmer le vrai, ça consiste à rejeter le faux, et en même temps, affirmer le faux consiste à rejeter le vrai, et rien d'autre. Si on applique cette table de vérité, on se rend compte qu'en appliquant cette valeur de vérité système intuitionniste, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On valide les propriétés de la bivalence qui caractérisent la contradiction, mais on ne valide pas les propriétés de la bivalence qui caractérisent le tiers exclu. Par exemple, on rejette la vérité d'une formule qu'on va admettre sa fausseté, et vice-versa, tant qu'on n'a pas de preuve. C'est l'idée de simuler, de restituer la logique intuitionniste ici en termes d'opérateur d'affirmation. Pareil pour l'opérateur paraconsistant, qui lui est plus tolérant, c'est la proposition est vraie et fausse à la fois. Et ça consiste à faire quoi le paraconsistant? C'est qu'on dit que si une proposition n'est pas fausse, alors elle est vraie. Si on va dire le miroir inversé du comportement négationniste relativement aux valeurs de vérité. Et dans ce cas-là, c'est exactement
le reflet inverse dans les théorèmes logiques qui caractérisent la bivalence. D'un point de vue par consistant, les propriétés qui caractérisent le tiers exclu et la bivalence sont valides, tandis que les propriétés qui caractérisent la non-contradiction pour caractériser la bivalence ne sont pas valides. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'une proposition est vraie qu'on doit rejeter sa fausseté, et vice-versa. Voilà. C'est le reflet miroir de la logique intuitionniste. C'est intéressant ici de voir que quand on définit la bivalence, il y a bien six propriétés ou six propriétés qui sont données, et on n'a pas besoin d'imposer les six propriétés pour avoir une logique classique. On peut se contenter d'appliquer certaines propriétés de la bivalence pour obtenir un esprit, enfin une logique classique, et ça veut dire qu'on peut avoir des produits en logique classique, ce qui est assez intéressant, enfin original quand on y pense. Quand on suppose qu'il y a la bivalence, on l'applique totalement ou pas du tout. On peut l'appliquer partiellement pour obtenir la logique classique. C'est le cas ici et pour les autres systèmes. Alors la logique classique, ça consiste à dire que d'un point de vue classique, si on dit qu'une proposition est fausse, alors on s'engage à rejeter sa vérité. Et si on dit qu'une proposition n'est pas fausse, alors on s'engage à accepter sa vérité. Donc c'est une combinaison, un mixte, on va dire, des comportements paraconsistants et paracomplis. Et si on admet ces deux opérateurs d'affirmation, ces deux contraintes sur la valeur de vérité, on reproduit l'ensemble des principes classiques qui incluent le tiers exclu et la contradiction. C'est-à-dire que toutes les propriétés de la bivalence sont validées par cette combinaison de deux contraintes sur la valeur de vérité imposées par des propriétés, des opérateurs d'affirmation. Voilà. D'un point de vue formel, ça marche, on va dire. Et ça permet de distinguer des systèmes logiques différents. On peut aller plus loin, hein, montrer qu'on peut combiner plus d'opérateurs les uns aux autres avec cet opérateur qui ressemble un peu au tenseur de la logique linéaire, ça n'a rien à voir. C'est simplement un produit. Un produit, c'est quoi? C'est combiner deux clauses contraintes sur les valeurs de vérité ensemble et vérifier les résultats que ça donne sur l'usage des valeurs de vérité d'un locuteur. Pareil ici pour l'opérateur intuitionniste, hein, on a un ensemble de propriétés qu'on peut admettre. Tous ces opérateurs peuvent être combinés pour caractériser une logique intuitionniste, c'est-à-dire valider tous les théorèmes proprement intuitionnistes. Et pareil pour la paraconsistance. Donc ce sont trois modèles hein, que j'ai utilisés en priorité, trois types de systèmes logiques, et dont on voit ici les ensembles de formules qui valident ou ne valident pas les propriétés de la bivalence. Oui, il y avait huit hein, propriétés de la bivalence, je me suis trompé. Donc la croix indique que le théorème correspondant n'est pas valide, alors que le check hein, signifie que il est validé. Et comme vous pouvez voir, ici l'opérateur classique valide tous les théorèmes en imposant des opérateurs d'affirmation précis, mais pas tous. Mais pas tous. Alors, on va venir maintenant à la question un peu plus philosophique. Je pense qu'il me reste 10 minutes environ, hein. Je vais synthétiser sur la question plus philosophique. C'est bien ça, Andy, c'est bon? Oui, 10 minutes, ouais. Un quart d'heure, ça D'accord, tient. très bien. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre tolérance. Donc, l'idée, c'est que le sixième point, c'est qu'il n'y a pas de contradiction vraie, contrairement à ce que Graham Priest dit dans sa logique paraconsistante. Là, je vais suivre plus ou moins Hartley-Slater. Je suis d'accord avec lui pour dire que ça n'a pas de sens de parler d'une contradiction vraie. C'est comme parler d'une couleur incolore ou d'une lumière obscure. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun sens de la lumière dans laquelle on peut dire qu'elle est obscure. Ici, j'ai dit que la contradiction, à partir du moment où on aura donné une définition claire et nette, univoque, ne peut pas être vraie par définition. Elle n'est pas encore donnée, cette définition. Je dois y arriver à partir des propriétés de la bivalence, de la négation et des valeurs de vérité qui sont constitutives de ce que signifie normalement la contradiction. Mais ici, c'est le contraire. C'est que la contradiction va permettre de définir tout le reste. C'est l'une des thèses hein, que j'avais présentées au début. La négation, vous le voyez ici, peu importe le nombre de questions que vous posez, vrai, fausse, ou ni vrai ni fausse, peu importe le nombre de questions que vous posez, Euh, Désolé pour cette coupure, hein, je pense que Fabien va revenir. Vous avez bien senti qu'il y a une baisse dans la qualité, mais on peut répondre ni oui ni non. Fabien, Oui. Fabien, ça a coupé il y a deux petites minutes. Est-ce que tu peux Ah, pardon. reprendre parce que ça a coupé? Et en plus, on sent ça fait 20 minutes, la qualité du son un peu à
à changer, c'est-à-dire parfois on arrive à saisir ce que tu dis, on comprend, mais parfois c'est discontinu, le son, la bande sonore, comme si elle était faible ou elle devient un peu. Est-ce que tu peux reprendre à partir de la dernière partie qui est, tu dis philosophique? J'entends pas. Pas bien? Est-ce que vous m'entendez? Toujours pas? Oui, on t'entend. Est-ce que tu peux reprendre ce que tu viens de Vous dire et m'entendez? C'est bon? c'est bon. D'ici, d'ici 2 minutes. C'est bon. D'accord. Ça ira? Désolé, hein, il y a la connexion à couper ici apparemment. Hmm. D'accord. Je reprends? Oui. Je reprends? La dernière partie, pas tout. D'accord. Alors donc, on peut très bien poser. Ouais. D'accord, bien sûr. Donc, on peut très bien se demander, par Alors, exemple, relativement à une proposition qu'on demande si elle est vraie. On peut très bien répondre oui, non, oui et non, ni oui ni non, etc. Et ça, c'est intéressant quand on cherche à comprendre la rationalité des logiques indiennes, par exemple. Les logiques indiennes, ça se demande, ça consiste à demander si, par exemple, un Nagarjuna, pourquoi est-ce qu'il répondrait oui et non, ou ni oui ni non à la question de savoir si telle proposition est vraie ou fausse. On suppose en général que les Indiens n'ont pas de sens, ou du moins que leur logique n'est pas rationnelle, alors qu'en fait, il est totalement possible, enfin parfaitement possible de rendre compte en fait de leur logique à travers un autre usage de ce que signifie vrai ou faux de leur point de vue. C'est vrai pour la logique Jain, le Saptabhangi des Jain, qui est très extrêmement tolérant, ce qui correspond plus ou moins au relativisme, tandis que les bouddhistes correspondraient plus ou moins à un point de vue sceptique, qui consiste à dire qu'on n'a pas accès à la réalité, donc on ne peut pas affirmer quelque chose de vrai. Et c'est un comportement, un acte du discours qui est vraiment particulier chez les Indiens et qui se distingue de la logique d'un frégueux dans lequel on affirme le vrai ou on affirme le faux de manière catégorique, binaire, on va dire. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect philosophique, on va dire. Je vais continuer en espérant que la connexion reste bonne. On peut très bien après montrer que on peut combiner hein, les questions et les réponses jusqu'à un ensemble de 16 valeurs de vérité, par exemple, algébrique, dans lequel on peut répondre oui et non à la fois, ou ni oui ni non à la fois, et relativement à deux questions, de savoir si la proposition est vraie ou fausse. Et là, je pense en particulier à ce qu'on appelle les systèmes d'experts. Les systèmes d'experts consistent à demander à deux experts de groupes d'experts différents les arguments qu'ils ont pour accepter la vérité ou la fausseté d'une proposition donnée. Et en fonction des résultats que les experts donnent, on peut très bien avoir comme résultat final oui et non, c'est-à-dire oui du point de vue des experts 1 et non du point de vue des experts 2. Et donc, si on combine les réponses différentes de différents systèmes d'experts, on va forcément fragmenter, multiplier le nombre de réponses possibles, parce que la sémantique générale est basée sur des avis différents et pas sur le point de vue d'un seul locuteur. C'est plus ou moins, c'est un Brésilien, Walter Carnelli, qui avait proposé cette sémantique-là. Il appelle ça la sémantique des sociétés. C'est-à-dire que pour comprendre le sens d'une formule, il faut s'intéresser à ce que différents groupes, différents modèles, on va dire, hein, disent à son sujet, et dans lequel vous avez un ensemble de modèles qui va produire une réponse complexe composée de réponses affirmatives ou négatives à la fois. Le sens, dans ce cas-là, il est plus complexe, il repose sur des expertises, et pas sur l'avis d'une personne. On va dire. Ça peut t'expliquer dans le cadre de ARMN, puisque vous avez des combinaisons questions-réponses plus complexes. Voilà. Donc c'est le degré d'information qui varie en fait entre les réponses. C'est-à-dire que le degré d'information peut être minimal ou maximal selon que vous avez beaucoup de questions à poser pour comprendre le sens d'une proposition. Il ne suffit pas de demander si une proposition est vraie pour savoir exactement ce qu'elle va signifier, ou du moins ses conditions de vérité. Et on peut très bien demander en fait de quel point de vue ou sous quel point de vue, dans quel contexte elle est vraie ou fausse. Donc si on introduit un contexte, des paramètres différents pour définir la valeur de vérité, on arrive à des logiques en fait contextuelles dans lesquelles la valeur de vérité finale sera plus compliquée qu'un simple vrai, un simple faux. On comprend bien. Donc c'est dans ce sens-là qu'on comprendra qu'on puisse dire oui et non à la fois à la même question, parce que ce ne sera pas forcément du même point de vue que l'on va dire oui et non. Donc tout dépend de ce qu'on entend par vrai et faux. Encore une fois, c'est ce que Bill et Restol avait dit de leur logique, hein, et je rends compte ici, à travers un jeu de questions-réponses qui tient compte de sens de questions différentes posées à des propositions de départ. Voilà. Euh, ça, c'est sur la question des relations entre les systèmes logiques. Hein, est-ce que
un système R9 est équivalent à R8, bah, si vous avez, par exemple, si vous avez une seule proposition et deux réponses possibles, est-ce que le système signifie la même chose que si vous avez des restreints à prouver et dans les logiques classiques? C'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai prétendu que si ce système-là est, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule variable de vérité pour des raisons philosophiques, métaphysiques, hein, mais la réponse est unique. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas répondre oui à aucune des questions qu'on leur pose. Ce qui produit en fait des effets un peu bizarres dans une théorie des discours. À la conclusion, j'y arrive. Alors, à quoi ça sert donc d'essayer de comprendre la contradiction en termes de multivalence? C'est-à-dire de cette manière-là, j'arrive à expliquer que le contradictoire varie d'un système à un autre. Ce qui est contradictoire dans un système, c'est-à-dire absurde, si on impose des contraintes sur le vrai et le faux, ce qui est absurde dans une logique classique, n'est pas absurde dans une logique paraconsistante. Et donc, le degré de contrainte qu'on impose aux valeurs de vérité explique la signification de ce que c'est que contradictoire. Donc, le contradictoire, c'est pas une relation entre des vérités données, c'est l'engagement, le comportement en fait, d'un locuteur face aux valeurs de vérité qu'il utilise. Et donc, les contraintes sont plus ou moins fortes, et plus elles sont fortes, plus la contradiction en fait risque d'apparaître. Voilà, l'idée. Il n'y a rien de contradictoire chez un locuteur qui admettrait tout, par exemple. Et tout serait contradictoire chez un locuteur qui n'admettrait rien. Voilà, ce sont des pôles opposés, on va dire. Et au milieu se figure Aristote, on va dire. Aristote serait entre Parménide et Héraclite, pour faire une comparaison avec les philosophes. Ici, je propose que l'on peut considérer comme relativement vrai ou relativement faux. Deuxième, Dieu est pas. Est-ce que vous m'entendez, Andy? Est-ce que, s'il te plaît, Fabien, est-ce que tu peux revenir sur la conclusion? Parce que vraiment, on Oui. n'a pas bien saisi. C'est très important pour tout l'exposé. C'est là. C'est l'aboutissement. Euh, Ah, oui, toute la conclusion, est-ce que tu peux la ouais, reformuler, la bien répéter sûr. telle qu'elle, hein, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, la conclusion, c'est que donc, à quoi sert d'introduire en fait des logiques multivalentes pour expliquer la contradiction? Bah, l'objectif, c'est que montrer que les combinaisons de réponses affirmatives ou négatives, oui ou non, permettent d'expliquer ce que signifie la contradiction entre plusieurs systèmes. C'est-à-dire que ce qui est contradictoire, c'est ce qui est absurde, et l'absurdité dépend des contraintes qu'on impose sur la valeur de la vérité. C'est-à-dire qu'un logicien classique est beaucoup plus strict sur l'usage du vrai et du faux que le sera un logicien paraconsistant. Les raisons métaphysiques ou philosophiques sont derrière le langage logique. Le langage logique peut l'expliquer en termes d'actes d'affirmation et de rejet. Voilà. On rejette plus facilement dans une logique classique qu'en logique paraconsistante. On rejette tout dans une logique bouddhiste, entre guillemets. On ne rejette rien dans une logique jain, plus ou moins tolérant. Donc, ce sont des comportements épistémiques, hein, en fait, hein, qui définissent le vrai et le faux de cette approche. Donc, le contradictoire, la contradiction, c'est l'absurdité. Et l'absurdité peut très bien être présente par rapport à une formule dans un système, et la même formule ne pas être absurde dans un autre système. Donc, c'est une distinction entre les comportements, les actes du discours relatifs à des locuteurs différents. Ici, je donne comme exemple 5 formules qui peuvent être considérées comme vraies ou faux en fonction de la signification que l'on donne aux phrases, comme les valeurs de vérité. Le roi a été élu hier, Dieu est partout, certaines vérités sont inconnues, 2 plus 2 égale 5, et certaines lignes parallèles ne s'intersectent pas, ne se touchent pas. Bon. Dans les 5 formules-là, on peut très bien dire qu'en un certain sens, je vais peut-être agrandir ici, en certain sens, on peut dire que ces formules-là ne peuvent pas avoir de sens, autrement dit, ne peuvent pas être acceptées, et peuvent être acceptées dans certains modèles. Donc, par exemple, le roi a été élu hier, c'est une phrase qui ne peut pas être acceptée dans une monarchie absolue, alors que dans les monarchies électives, oui, c'est le cas ici, à droite. Dieu est partout, bah, c'est vrai dans le monde physique. On ne peut pas accepter ça dans le monde physique, mais on peut accepter ça dans la religion qu'on appelle la doctrine du panenthéisme. Certaines vérités sont inconnues. On l'accepte dans une sémantique antiréaliste, c'est l'argument de Fitch, ça. Alors que dans une sémantique réaliste, on ne peut pas admettre l'idée que des vérités soient inconnues. Forcément, c'est vrai ou faux.
2 plus 2 égale 5, c'est vrai dans une théorie, ça ne peut pas être vrai, pardon. Dans une théorie des ensembles consistantes, alors que dans une théorie des ensembles inconsistantes, on peut l'admettre. C'est ce que Newton d'Acosta avait développé dans un de ses ouvrages. Et puis certaines lignes droites euh, se touchent. Ça ne peut pas être vrai dans une géométrie euclidienne, alors que ça peut être vrai dans une géométrie non euclidienne, type Lobachevsky ou Riemann. Voilà. Donc, en fonction du sens que les mots de la phrase signifient, on peut dire qu'on peut admettre plus ou moins en fait la vérité ou la fausseté de cette formule. C'est la même chose pour ce que signifie vrai et faux. Selon le sens qu'on donne à ces formules-là, à ces valeurs de vérité, euh, la notion de contradiction sera admise pour certaines formules ou pas. Voilà. Je vais diminuer et puis conclure. On peut donc forcément compliquer encore après les formules. Hein. Et je voudrais simplement faire un petit point pour terminer sur Hegel, parce qu'on avait dit que Hegel, apparemment, est difficile à formaliser en logique, c'est vrai. On n'arrive pas à donner du sens à sa formule qui dit que pour tout A, hein, pour toute formule, elle n'est pas identique à elle-même. Dans ce cas-là, la loi d'identité est rejetée. Bon. On peut donner un sens à la logique de Hegel, je pense, mais à condition de comprendre sa négation comme un opérateur qui crée des valeurs de vérité. C'est un opérateur de succession, comme j'ai dit dans un article, qui consiste à dire que de même que le successeur de 1, c'est 2, et la négation hegelienne d'une formule, c'est la formule qui va être produite à partir de cette négation, de cette proposition. Pardon. C'est une manière de définir une négation qui ne peut pas être expliquée dans une logique formelle habituelle. Parce que, en fait, la négation consiste à transformer la valeur au sein d'un modèle qui consiste à surpasser ou à dépasser un état pour ne pas être expliqué par une logique dont l'autologie, enfin, dont les valeurs de vérité sont atomistes. C'est-à-dire, en fait, tout est donné dès le départ. Le modèle est préfabriqué. On peut l'expliquer ça en termes de valeurs de vérité qui sont, en fait, créées les unes à partir des autres à partir d'un point de départ. Voilà. C'est le mouvement, en fait, qui expliquerait la création de valeurs de vérité différentes. Et ça, c'est un autre point qui n'est pas dans la logique formelle. Et puis finalement, j'insiste quand même sur le caractère pragmatique. Hein, vous aurez compris que la contradiction peut être expliquée elle-même en termes de contraintes sur la valeur de vérité. Et les contraintes sur la valeur de vérité correspondent à des actes du discours qu'un locuteur peut faire ou pas en fonction de ses critères de rationalité. On ne peut pas dire oui et non à la question de savoir si une proposition est vraie ou fausse. C'est la distinction entre les différents systèmes de logique qu'on a vu ici. Pour conclure, voilà ce qu'on a de formulation de la contradiction ici. Vous avez des systèmes formels dans lesquels vous avez par exemple une seule valeur de vérité, aucune valeur de vérité, logique bouddhiste, une seule valeur de vérité, Saptabhangi par exemple, ou alors on peut très bien imaginer un nombre infini de valeurs de vérité, où on imaginerait que chaque proposition a une valeur de vérité unique. C'est-à-dire comme une étiquette, en fait, une valeur de vérité serait une étiquette qui caractérisait chaque proposition. C'est plus ou moins ce qui avait été imaginé par un logicien polonais qui s'appelait Sushko, et qui disait que c'est une erreur de considérer que la référence d'une proposition, c'est une valeur de vérité, par opposition à ce qu'il disait Frege, il faudrait définir la valeur de vérité autrement, ou définir la référence des propositions autrement. C'était vraiment autrement. Il y a des travaux à faire donc avec se traduire dans sa logique dialogique en termes de logique linéaire, logique par consistante, etc. De manière, j'aimerais bien ici essayer d'expliquer, de caractériser des logiques comme la logique linéaire, par exemple, la logique connexive, du point de vue de ARMN. Par exemple, la logique connexive, c'est une logique qui considère que on peut pas, la vérité ne peut pas impliquer la fausseté d'une proposition, on ne peut pas impliquer déduire non P à partir de P, par exemple, alors que la logique classique ne l'empêche pas. Donc il faudrait trouver un système de logique qui empêche de dire qu'on peut déduire une négation à partir de l'affirmation. C'est la logique connexive qui le fait. Je voudrais voir exactement quel type de jeu de questions-réponses serait capable de saisir, en fait, de caractériser cette logique-là. On va supposer que ce soit intéressant ou utile. Je pense que c'est pour mieux comprendre ce que c'est que la connexivité, la relation de, de lien de connexion sémantique entre la prémisse et la conséquence. Et puis aussi logique modale. C'est comment est-ce qu'on pourrait traduire des logiques modales à l'intérieur de ces jeux de questions-réponses, sachant que normalement, des logiciens avaient dit qu'on ne peut pas traduire correctement des logiques modales en termes de logique multivalente. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de sémantiques qui ne soient pas uniquement des sémantiques algébriques comme celles que j'utilise ici, parce qu'elles ne seraient pas capables de définir la logique modale.
C'est comme quelqu'un comme Dougunji ou Gödel, d'ailleurs, qui avait dit ça en 1933, dans un article. Mais il faudrait voir exactement dans quelles circonstances dans à partir de quelle clause on pourrait simuler une logique telle que T, S4, S5 ou S2, même, pourquoi pas des logiques normales, en termes de comportement illocutoire, on va dire, des agents, en termes de réponse oui ou non à des questions posées. Voilà. C'est l'objectif final. Hein. Donc, il y a tout un projet de recherche que j'aimerais continuer à travers ARMN. Puis là, vous avez la référence, bon, un petit format, mais 64 références, je crois, qui ont servi à faire cet article avec Evandro. Evandro, qui d'ailleurs a présenté aujourd'hui l'article dans le congrès de logique universelle pour essayer de le défendre comme un des articles, en fait, pour un concours à l'intérieur de ce congrès. Et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc sur la contradiction. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, je suis très heureux d'écouter vos questions et puis de faire des commentaires avec vous. Merci Fabien. C'est dommage qu'à un moment de ton exposé, ta connexion était pas bien, donc ce qui nous a un peu empêché parfois de bien te suivre. Surtout là, j'ai bien envie que tu reviens un peu sur le polonais à la fin de préciser un petit peu sa thèse, juste en deux, trois phrases, parce que Mhm. là, ta connexion est Mhm. mauvaise. Oui. Alors, l'idée, c'est que il s'appelait Roman Suszko. Roman Suszko, c'était un auteur donc logicien polonais qui a fait une théorie de la science, qui a cherché à formaliser le progrès scientifique, le passage d'une théorie à une autre en termes de formel, et qui disait que, enfin, il rejetait l'idée de Frege, hein, il a appelé ça l'axiome de Frege. C'est un article qu'il avait écrit en 75 qui disait que la référence d'une proposition, c'est sa valeur de vérité. De la même manière que la référence d'une proposition serait la vérité qu'on lui attribue, vrai ou faux. Et Sushko avait dit impliquer, ça conduisait à des paradoxes, et c'est vrai. Il n'y a pas en particulier ce qu'on appelle le paradoxe du langage, qu'une proposition a comme référence une valeur de vérité, on aboutit à des conclusions absurdes. Et Sushko avait dit qu'une manière plus fine, plus raffinée, hein, plus finement grainée, comme diraient les Anglais, fine-grained, de définir une proposition, ça consistera à dire qu'une proposition peuvent être logiquement équivalentes, autrement dit, dont les conditions de vérité sont exactement les mêmes, peuvent très bien signifier des choses différentes, parce qu'elles renvoient à des, même si elles ont toujours les mêmes valeurs de vérité. C'est la proposition qu'il a faite. Et ça veut dire qu'en gros, ben, si on distingue deux propositions qui sont logiquement équivalentes, comment est-ce qu'on fait pour les distinguer? Elles renvoient des faits différents. Je pense qu'en termes de logique RMN, ici, on pourrait dire qu'elles renvoient à quelque chose qui les caractérise en propre. Ça consistera à considérer que la valeur de vérité qu'on attribue à une proposition, elle est unique. Chaque proposition aurait une et une seule valeur de vérité qui l'identifie, la caractérise, la singularise. Et c'est plus ou moins ce que Sushko entendait par un fait derrière une proposition. Par exemple, je prends un exemple, hein, la proposition P, euh, pardon, une proposition P est équivalente à la proposition P ou Q. Parce que quelle que soit la valeur de Q, la disjonction de P ou Q sera toujours la même valeur que P. Et Frege dirait que P et P ou Q renvoient à des faits différents, bien que leur valeur de vérité soit toujours la même. Donc, distinguer par des faits, ça permet en fait de distinguer des propositions qui sont indistinguables en termes de valeur de vérité. Je crois Euh, que définir en termes de valeur de vérité, oui, je suis désolé, la connexion ce soir de Fabien. euh, Dommage. Merci Fabien, j'ai bien compris, j'ai bien saisi. Merci beaucoup Fabien pour cette conférence. En tout cas, on doit lire l'article, relire attentivement. Je pense
qu'il faut vraiment avoir devant Réponse à des les questions yeux. permettrait de faire un autre Oui. travail. C'est-à-dire on attribuerait une valeur de vérité algébrique unique à une proposition, jamais exactement la même chose qu'une autre proposition. Alors, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions pour Fabien? Si enfin je peux me permettre de poser rapidement une petite question pour Bien sûr. lancer la discussion avec toi, Fabien, en attendant de Andy, voir. j'aurais une question, Oui, Jo. oui, Andy, vas-y. Oui, Denis, tout le monde m'entend? Oui, Tu 5 sur m'entends, 5. Fabien? oui, oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, alors écoute, moi j'ai une difficulté avec ton métalangage, pas avec le. Parce que, alors évidemment, je suis très intéressé par ton approche pragmatique, mais par exemple, il faudrait que tu précises les concepts pragmatiques utilisés. Parce que au début, tu parles d'affirmation et de rejet. Alors évidemment, il ne s'agit pas de l'opérateur logique de rejet, mais je ne sais pas bien de quoi il s'agit. Après, un peu plus loin, tu parles d'assertion et puis de denial. Alors c'est la même chose. Que veut dire denial? Tu dis oui c'est un, non c'est zéro. Alors denial, est-ce que c'est la négation ou est-ce que c'est la dénégation? Et puis après, un peu plus loin, tu reviens sur le rejet et puis tu critiques Frege, tu as raison, en disant que Frege ne fait pas intervenir le rejet. Mais à ce moment-là, le rejet, c'est nécessairement la dénégation. Mm. Donc, ce qu'il faut bien distinguer, c'est, du point de vue pragmatique, l'assertion, la négation et la dénégation. La négation et l'affirmation sont des opérateurs purement logiques, hein, pas pragmatiques. Ce qui est pragmatique, c'est l'opération d'assertion et l'opération de dénégation. Et il faut bien articuler les trois. Par exemple, si on prend le cas du croyant, l'assertion, c'est qu'il est croyant, il croit en Dieu. La négation, c'est que il prend pas il n'est pas croyant, donc on peut dire qu'il est agnostique, mais la dénégation, c'est qu'il est athée. Donc, il faut bien distinguer les trois opérations. Affirmation, négation, ça relève de la logique, c'est le caractère de la proposition, et assertion et dénégation, ça relève de l'acte de discours, tu vois? Et c'est ça qu'il Oui, faut bien distinguer. Et alors, quand tu parles de rejet, je ne sais pas bien s'il s'agit de la négation c'est vrai. ou de la Ouais. dénégation. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une confusion dans le vocabulaire, surtout que l'opérateur de rejet, c'est un opérateur de la logique classique, hein. Tu en sais quelque chose, parce qu'on en a parlé récemment sur le rejet comme négation de la conjonction. Dans l'usage que j'en fais dans l'article, c'est vrai que affirmation est utilisé comme un synonyme d'assertion. Oui, Donc ça veut oui, dire que ça oui, pose problème. C'est que oui, c'est pas d'accord. l'opérateur classique qui consiste à faire de transformer le vrai en vrai, le faux en faux. C'est pas ça. Oui, oui, ça, L'opérateur je suis d'accord. d'assertion, c'est en fait c'est l'opérateur plus, tu vois. C'est que quand on applique l'opérateur plus, c'est qu'on fait un acte sur une proposition, qu'on s'engage à accepter une Hum, hum, proposition. hum, Donc en fait, hum. l'assertion, c'est l'acte psychologique qui correspond à l'expression d'affirmation, tandis que le rejet, c'est l'acte psychologique qui correspond à l'expression de la négation. Donc quand Attends, vous dites non, attends. De la quand on dit non, négation ou c'est de la rejet. dénégation? Non, dénégation, c'est on affirme quelque chose est faux. Pas de dénégation. C'est Bon, l'athée. D'accord. ouais. Donc Alors ça, le quand rejet. on... Le rejet, c'est qu'on dit non. On dit non à une question quelconque. On ne s'engage pas. Ah, d'accord. Et alors la dénégation, c'est quoi? C'est qu'on s'engage à dire que c'est faux, qu'une proposition est fausse. On s'engage à dire que Dieu n'existe pas. L'athée, c'est la dénégation de l'existence de Dieu. Ouais, ouais. Forcément, quand on parle en anglais français, c'est vrai qu'on s'en met les pinceaux et souvent Hum, assertion, hum. affirmation, tout se mélange. Denial, je ne sais pas comment le traduire exactement en français. Denial, est-ce que c'est dénégation ou est-ce que c'est rejet? On peut très bien
nier quelque chose sans affirmer qu'il est faux. Donc, je ne sais pas exactement comment le dire en français, en fait, terme clair. Et c'est pour ça que la logique formelle a pour but de bien distinguer les aspects pragmatiques et illocutoires et locutoires de la logique. Et l'aspect illocutoire, c'est l'opérateur plus et moins. Mhm. Ça, c'est les actes. Et le contenu, c'est ce qui vient après. C'est un peu comme chez Frege avec son tourniquet, hein, qui est l'acte de le jugement, le contenu. C'est pas le contenu de jugement, mais c'est l'acte de jugement qui vient après, avant le contenu. Le contenu, Oui, c'est mais, phi, et l'acte de jugement, c'est plus ou moins. oui, mais chez Frege, l'acte de jugement, il porte sur une proposition affirmative ou négative. Mm. Et il n'y a pas de Oui, dénégation. non, c'est Mhm. vrai. Il dit que ça sert à rien. Parce qu'en fait, dire qu'une proposition est fausse, c'est comme dire que la négation est vraie. Et il n'y a pas d'alternative chez Frege. Et c'est pour ça que beaucoup de logiciens vont dire que cette logique est trop pauvre, elle ne peut pas rendre compte de beaucoup de comportements linguistiques, quoi. Mhm. Mais ça Mhm. n'intéressait pas Frege. Mhm. Ça, c'est un vieux débat. J'espère être plus clair parce que c'est vrai que le vocabulaire est trompeur, quoi. C'est l'avantage du langage formel, mais l'expliquer en trop peu de temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué, malheureusement. Mhm. J'ai Très répondu à bien. la question, ça va? Mhm. D'accord. Merci, Fabien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fabien, si j'ai bien compris, le vrai et le faux, contrairement par exemple à d'autres constructions, par exemple telles que de Quine, n'ont aucun ancrage dans l'approbation et la désapprobation. Non. On peut très bien approuver ou désapprouver la vérité ou la fausseté d'une proposition. Et c'est souvent, comme par exemple dans le langage naturel, c'est qu'on s'imagine que quand on dit oui, on s'engage sur la vérité de quelque chose. Pour très bien dire oui Hmm. concernant l'inexistence de Dieu. C'est-à-dire qu'un athée il dira oui à la question de savoir si Dieu est une fable. Oui, effectivement, Dieu n'existe pas. Donc en fait, quand on dit oui, c'est pas qu'on dit que quelque chose est vrai, c'est qu'on peut très bien dire aussi bien que quelque chose est faux. Et c'est le découplage entre oui et non et vrai et faux qui, d'après moi, en fait, est important pour donner plus de souplesse, d'expressivité au langage logique. On a tendance à coller les deux comme si oui c'était vrai et non c'était faux. Et c'est ce qui nous empêche, je pense, de comprendre des logiques euh, non binaires, et en particulier dans les logiques comme les logiques indiennes, par exemple les logiques bouddhistes, entre autres, hein, c'est pas les seules, dans lesquelles on se rend compte que pour pas comprendre en fait la logique entre guillemets d'un Nagarjuna ou d'un je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs le représentant des Jains, si on ne comprend pas la façon dont ils répondent à des questions. Parce que ce sont toujours les dialogues qu'on trouve en logique indienne et ils répondent oui ou non à des questions, mais à quelles questions relativement à quelle valeur de vérité? Qu'est-ce qu'ils entendent par les valeurs de vérité? Euh, le sens peut varier et je pense que même déjà, sans aller jusqu'en Inde, déjà en fait dans l'Occident, il y a différentes logiques qui, C'est- entre intuitionniste, linéaire, oui. paraconsistant, ne s'entendent pas. C'est ce que veut C'est- dire c'est- vrai et faux. Ça met à plat beaucoup de choses dans la philosophie de Quine, c'est-à-dire la traduction, la détermination, Ouais, le Gavagai, etc. Donc, ouais, ouais, il y a une ouais. autre question avant de donner la parole ou bien à Denis. Vas-y, Denis. Alors, faisons un peu de théologie. Bon, euh, si je pose la question, Dieu existe-t-il? Si on répond oui ou non, d'après toi. Attends. Oui ou non? Mais c'est pas ça. Parce qu'à ce Non. moment-là, oui, c'est Dieu existe, je suis croyant. Non, c'est Dieu n'existe pas, je suis athée. Et qu'est-ce que tu fais de l'agnostic? Ça marche pas ce truc. Non, parce que le sens de oui et non, c'est un sens objectif quasiment. C'est comme si en fait on parlait des faits eux-mêmes et pas des arguments qu'on a nous-mêmes sur les faits. Qu'est-ce que ça veut dire non? C'est est-ce que tu penses que Dieu existe ou est-ce que tu penses que Dieu n'existe pas? C'est-à-dire qu'en fait la réponse oui et non, ça a un sens épistémique et pas ontologique entre guillemets. C'est je ne dis pas ce que les choses sont, je dis ce que je pense de ce que les choses sont. Donc si Dieu répond non à la question de savoir si Dieu existe, c'est que non, je n'ai pas d'argument concernant la question de savoir s'il existe. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai un argument prouvant qu'il n'existe pas. Il Alors faut ça ne veut nuancer pas ça, en dire, fait. si tu réponds non à la question Dieu existe-t-il, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est l'énoncé Dieu existe-t-il qui est trop catégorique déjà. C'est que est-ce que Dieu existe? Est-ce que ça veut dire est-ce que tu penses que Dieu existe? Ou est-ce que c'est un fait que Dieu existe? Qu'est-ce qu'on entend par est-ce que Dieu existe? Le libellé, en fait, l'énoncé, il est pas clair.
il est trop catégorique. Un logicien classique s'en contentera, mais comment est-ce qu'on arrive à donner sens à la réponse non d'un agnostique dans ce cas-là? C'est pour ça que je crois que vraiment c'est intéressant de voir la logique de Nagarjuna dans les dialogues qu'il avait avec des amis. Il disait qu'on ne veut pas parler avec lui parce qu'on ne comprend rien de ce qu'il dit. En fait, il répond toujours non à la question de savoir si telle ou telle proposition est vraie, fausse. Et puis après, il finit par dire, mais donc tu penses que la proposition n'est ni vraie ni fausse si tu as répondu non aux deux questions précédentes. Et Nagarjuna continue à dire non. Donc soit en fait il se joue de son interlocuteur, soit ce qu'il dit a un sens, si on est charitable avec lui, et il faut essayer de comprendre ce que signifient les réponses oui et non du point de vue de Nagarjuna. Et là, ça demande à changer le sens du jeu de questions-réponses de la logique. Tu peux mettre en cause la question, Dieu existe-t-il? Tu peux mettre en cause la question. Tu refuses de répondre par oui ou par non. Ah oui, dans ce cas, on dit je ne sais pas. Tu C'est ce vois? qu'avait dit Demet d'ailleurs. Demet a écrit un article, je crois, là-dessus, c'est Yes, No, I don't know. Il a Mm. écrit un article sur les actes de discours pour essayer de comprendre ce que c'est que la logique actionniste. Pour Mm. comprendre exactement ce que signifie vrai et faux, il faut comprendre, se mettre à la place de la psychologie actionniste, on va dire, et Demet a essayé de faire ça. Donc c'est vrai que de mon point de vue, là, oui et non, c'est un langage formel. Donc ça veut dire quoi, oui ou non? On peut dire en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce sera une troisième réponse possible. Donc il n'y aura pas uniquement deux types de réponses, mais trois. Ça donnera en fait une logique où tu as une question possible et trois réponses, ou alors deux questions possibles, trois réponses, ça donnera huit valeurs de vérité différentes. On peut le faire. Tu peux faire intervenir la négation de l'assertion. Dans quel but? Eh bien justement, élargir les réponses. Ah Je oui, les types de réponses, n'affirme oui, c'est ça. pas Oui, 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 que Dieu oui, c'est vrai. existe. Tu Bah, dans vois? ce cas, on pourrait dire ni oui ni non, par exemple. Hmm. Alors, ni oui ni non, ça veut dire je n'affirme pas et ne rejette pas en même temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où les difficultés arrivent. Et c'est le but de cette logique-là, In de other l'expliquer. words, dans la pragmatique, tu as l'assertion, la dénégation, l'assertion de la proposition positive et négative, et tu as attention, Achtung, tu as la négation de l'assertion et la négation de la dénégation. Ah, ah, C'est ça qu'il faut tout combiner. ah, ah. Et c'est Alors, faisable, ce que j'ai fait. ouais. Ben, comment on exprimait dans ce cas-là la négation de la dénégation? Je n'affirme pas la fausseté de quelque chose. Oui. Non, Ben, c'est le rejet. non, non, pas de la fausseté. Tu refuses de dénier quelque chose. Achtung. Mais dénier, c'est bien affirmer la fausseté, ou pas? Oui, 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 si tu veux, oui. Dans ce cas-là, si je n'affirme pas la fausseté de quelque chose, ben, je répondrai non à la deuxième question de savoir si la proposition en question est fausse. Tu vois, et il Mhm. faut faire intervenir la négation de l'assertion. C'est absolument indispensable, la négation de l'assertion et la négation de la dénégation. Mhm. Tu comprends? Si Ouais, ouais. on me dit Dieu existe-t-il, tu n'es pas obligé de répondre par oui ou par non. Tu dis, Mhm. de toute façon, tu peux récuser la question et tu peux dire, moi, je n'affirme pas que Dieu existe. Moi, je n'affirme pas que Dieu n'existe pas. Mhm. Bah, Ou dans le système AR4, c'est plus. moi, je ne dénie Ouais, pas que Dieu n'existe ouais, pas. ouais, Donc, ouais. c'est toute une logique, elle n'est pas trop difficile, hein. Moi, j'en ai rendu Mhm. compte axiomatiquement. Mais c'est une logique où il faut faire intervenir l'assertion, la dénégation, l'affirmation de la proposition, la négation de la proposition, la négation de l'assertion, la négation de la dénégation. C'est tout. Mhm. Bah, ça, j'ai essayé d'expliquer en termes de valeur algébrique, c'est-à-dire que quelqu'un qui dit ni oui ni non à la question de savoir si, pardon, qui ne dit pas oui à la question de savoir si Dieu existe et à la question de savoir s'il n'existe pas, c'est qu'il ne s'engage pas. Il dit je ne sais pas Oui, si oui, Dieu oui, existe, donc oui, je n'affirme pas qu'il n'existe pas et je n'affirme pas qu'il existe non plus. Donc en oui. fait, ce sera, tu sais, les valeurs double zéro qu'on a dans le système AR4, où on a une position en fait de suspension du jugement. On ne juge pas, c'est-à-dire qu'on Mm, n'affirme rien. mm, Voilà. mm, mm. C'est-à-dire, on passe à la position kantienne. Si on prend sur le plan des preuves, on peut donner des preuves de l'existence de Dieu, comme on peut donner des preuves De du la contraire, ferme, les enfin, oui, c'est les antinomies. Oui, du contradictoire.
Alors ça, c'est plutôt en fait une position paraconsistante en un sens, mais à différence que Kant, de l'antinomie, il en conclut l'absurdité. C'est qu'une position est absurde, une thèse philosophique est absurde, si on peut aussi bien justifier une thèse que l'antithèse dans les antinomies. Par exemple, sur la limite du monde, sur la liberté, etc. La point de vue paraconsistant, admettre un argument et son contraire n'implique aucune absurdité, contrairement à Kant. Et d'un point de vue actionniste, c'est que je n'ai aucune preuve de l'un et de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue actionniste qu'on n'a pas de preuve que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucun argument ou qu'on n'a aucun argument décisif? Il y a une nuance aussi après sur ce qu'on entend par un argument. Et c'est ce qu'on entend sur un argument qui expliquera qu'on peut dire oui et non, ou ni oui ni non à des questions posées. Voilà. D'accord. Une autre question par rapport à Priest, à Graham Priest, parce que lui, il Ouais. a cherché à défendre une position qu'on appelait le Des- délathéisme ou quelque chose comme ça, hein. Quelque des- chose, c'est-à-dire on ne va pas accepter la contradiction, mais on va accepter la rationalité de quelques propositions contradictoires dans le système. C'est tout. C'est pas une question c'est ça. de Hein. couper, enfin de rationaliser la contradiction. Alors que toi, Fabien, tu sembles vraiment rationaliser la contradiction puisque tu vas te dire elle a un sens. Mais il faut relativiser la contradiction dans les contextes et dans les systèmes logiques. Donc, et puis, je me rappelle très bien que lui, Graham, il a écrit un article pour défendre un petit peu sa position. Il dit, voilà, quels sont les arguments contre l'admission des propositions contradictoires. Il va énumérer des Ouais. arguments. Je me souviens, il dit que refuser la contradiction, ça veut dire ne pas comprendre la contradiction. C'est-à-dire, la contradiction n'a pas de sens. Mais si on comprend la contradiction, c'est quelque part, elle a du sens. Et toi, à la fois, tu rejettes la position de Graham Priest, tu dis, ça n'a pas de sens de défendre des propositions contradictoires, mais quand même, tu défends sa relativisation. Bah, c'est-à-dire que de la contradiction, c'est pas une formule. Contradiction, c'est l'état qu'on attribue à une proposition quelconque. Si on dit qu'une proposition ne veut rien dire, c'est parce qu'elle est contradictoire. Donc, contradictoire, c'est pas une proposition en particulier, c'est pas une formule en particulier, c'est la valeur qu'on attribue à une proposition quelconque. Il y a des logiciels qui peuvent considérer qu'une proposition donnée a du sens, tandis qu'un autre peut très bien considérer que cette proposition-là même n'a pas de sens. Donc, l'un considérera qu'elle est contradictoire, tandis que l'autre dira qu'elle n'est pas contradictoire. Donc, si on dit qu'une contradiction est vraie, ben, ça consiste à dire que quelque chose qui, par définition, n'a pas de sens, en a un. Et c'est là où on se pose un problème. C'est que comment est-ce qu'on peut dire d'une chose qui n'a pas de sens qu'elle en a un? Ben, ça renvoie en fait au paradoxe du menteur. En fait, c'est ce qui a fondé plus ou moins le dialectisme de Graham Priest, c'est que si on admet dès le départ qu'il y a des propositions qui sont vraies ou fausses, ça n'implique absolument pas que tout est vrai ou faux, qu'on admet tout. Hein, c'est le principe d'explosion. Mais le principe Mhm. d'explosion, c'est quand même intéressant. C'est très différent d'Hegel, par exemple, parce que c'est une conséquence logique, l'explosion. C'est que si on applique les règles de logique classiques et qu'on admet dès le départ une proposition et sa négation, alors on peut admettre n'importe quelle autre proposition en conclusion. C'est une inférence, une déduction que Mhm. l'on fait, sans s'intéresser à savoir ce que veut dire vrai et faux dans ce cas-là. Mais quand on se demande vraiment ce que signifie qu'une proposition est vraie et fausse à la fois, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Dans le cas du paradoxe du menteur, qu'est-ce que ça veut dire que de dire qu'une chose, même chose, à un énoncé, est vrai et faux à la fois? Donc lui il dit qu'on peut très bien admettre ça, même si on ne le comprend pas, ça n'implique pas n'importe quoi. Et là, la différence, c'est que euh, Hegel n'a jamais dit, par exemple, qu'une contradiction implique n'importe quoi. Il a dit que Hegel, la contradiction est dans les choses elles-mêmes. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ce que dit Priest. Enfin, Priest a une vision logique, on va dire, même s'il cherche à donner un sens philosophique. Il ne faut pas négliger, encore une fois, je n'ai pas du tout l'intention de négliger son talent philosophique. Hein. Il a parlé de la Mhm. logique bouddhiste, il a parlé de la question du non-sens, du sens du non-sens. Mhm. Il a fait beaucoup de travaux là-dessus, sur le maoïsme, marxisme plutôt. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut comprendre exactement de manière précise par contradiction. Et ce que j'essaie de faire ici, c'est que la contradiction consisterait à dire oui et non à une même question, pas à des questions différentes. Et si on peut répondre oui et non à une même question, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Il semble qu'il y ait une limite. Et c'est plus ou moins ce que faisait Wittgenstein, quoi. Quand on dit que la logique sert à fixer les limites du sens, ben là, j'essaie d'écarter un petit peu, d'élargir la limite en disant que on peut dire beaucoup plus de choses que ne pensent les logiciens classiques, mais de là à dire qu'on puisse admettre une contradiction, c'est la limite.
Contradiction, c'est là, la frontière en fait du sens et au-delà de laquelle on peut rien dire de significatif. Mais dans ce cas-là, c'est une contradiction qui a un sens précis aussi. C'est dire oui et non à une même question. Et pas dire qu'une chose est vraie et fausse. Oui, absolument, j'ai compris. Lui, l'exemple qu'il utilise un peu quand il dit je suis par exemple dans la chambre et je suis à l'extérieur de la chambre. Cette proposition, c'est une conjonction qui peut être vraie. Il dit parce que je suis en train d'entrer. Je suis pas déjà dans la chambre, je suis pas non plus à Hum, l'extérieur de la chambre. C'est une logique un peu qui est un peu qui de l'événement aussi, c'est-à-dire oui, oui, de l'événement qui veut vraiment mettre en place un dispositif qui est pas loin du réel, hein, de la vie, du ça. quotidien des gens, etc. Ouais, Et, euh, mais c'est vrai que la différence entre toi et lui, c'est toi, tu dissocies le oui, le non du vrai et du faux. Il n'y a pas, tu fais une dissociation qui est très structurelle dans tout le oui, système de langage formel que tu mets en place. oui. Ça. Parce qu'en fait, c'est cette logique du mouvement, enfin la contradiction, quand on l'admet, quand on dit que les choses sont contradictoires, c'est que on suppose que le réel est en mouvement. Enfin, c'est une logique dynamique, hein, chez Hegel. Par exemple, quand on dit que euh, pas un papillon, par exemple, est d'abord cocon, puis deviendra en fait une chrysalide qui se transforme en papillon, on dira dans ce cas-là que au revoir Denis, oui, bonne soirée. On dit que ce qui n'est pas papillon est en même temps papillon. Bah, pas en même temps, pas au sens chronologique en tout cas. C'est que la logique de Hegel elle suppose le mouvement, le dépassement. Et le dépassement ne se Il y fait a une pas en même temps. C'est transformation. pour ça que bah, il y a une transformation. Donc, la logique d'Aristote, c'est une logique statique et qui consiste à dire ce qu'une chose est à un moment précis. Parce que si on joue évidemment sur la contrainte du temps, eh bien, on devient un sophiste. Pour ce Aristote, on dira bien qu'une vache peut être blanche et noire, oui, évidemment. Si on prend différentes parties du corps de la vache, oui, elle est blanche et noire. Mais Oui. il dit bien en même temps que la vache elle n'est pas blanche et non blanche en même temps, au même endroit. C'est bien ce qu'il dit, hein, sous un même rapport pour un même sujet, la contradiction s'impose. Est-ce que sous un même rapport et un même sujet est une clause qui est encore respectée par la logique de Hegel? Ben, je ne crois pas, tout simplement parce que la logique de Hegel, c'est une logique dynamique qui explique par exemple le paradoxe du mouvement chez Zénon. C'est qu'on ne peut pas expliquer le mouvement en termes de fragmentation, tu sais, de mouvement d'une flèche. Mais si on fragmente, eh bien, on applique la logique d'Aristote pour expliquer le mouvement. On ne peut pas expliquer le mouvement en termes d'entité discrète et statique. C'est tout le problème des maths, quoi. C'est le paradoxe du Sorite, hein. Comment on explique qu'en enlevant un cheveu sur la tête d'une personne, elle finit par être chauve, alors qu'elle n'est jamais chauve pendant de nombreuses mèches de cheveux enlevées. C'est la question comment on peut expliquer en fait le continu en termes d'unité discrète. Ça, je ne sais pas comment la logique pourrait régler ça, sauf par comment dire, par des procédés un petit peu formels, enfin des attrape-tout. En fait, on donne une valeur logique qui dirait c'est entre le vrai et le faux. Quelqu'un a essayé de faire ça en logique, c'était Stanislas Rogowski en Pologne. C'était un marxiste, un logicien marxiste, qui avait essayé de formaliser la logique de Hegel et qui avait cherché à formaliser le concept de Aufhebung, de surpassement. Il y avait d'ailleurs aussi un philosophe québécois qui avait cherché à définir ce que signifie le Aufhebung. C'était un connecteur de sursomption. Pas de subsomption, de sursomption. C'était, je ne sais plus comment il s'appelait Yves, j'ai oublié son nom, un professeur de philosophie québécois connu. Et donc, effectivement, la contradiction, si on la pense en termes dynamiques de Hegel, je ne vois pas comment on peut en fait dire que c'est la même chose que dans la contradiction sur Aristote. Ce sont deux ontologies différentes, on va dire, je crois. Et après, j'en appelle le philosophe plus compétent que moi sur la question. Bien, merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Donc voilà, je, je vais conclure cette belle soirée, cette belle conversation avec toi. Et voilà, si tu as quelque chose à ajouter à la fin. Bon, encore merci euh, beaucoup hein, pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de présenter des travaux comme ça. C'est un travail qui est assez lourd, hein, quand même, qui il y a un gros langage formel en fait en amont. C'est sûr que c'est pas forcément facile à digérer, mais ouais. l'important c'est de Surtout comprendre que avec s'il fallait résumer, non, c'est pas la, vrai, la connexion que tu avais ce soir, un peu une partie, ça nous a un peu. Mais c'était malheureusement. bien. C'était bien. Je vais mettre l'enregistrement sur la chaîne YouTube des rencontres, Talmud Mhm. Khatabet, et puis la conférence sera disponible pour tous les intéressés. On aura l'occasion de la visionner encore pour essayer un petit peu de saisir pleinement ton raisonnement un peu. euh,
Donc, je vous dis merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci d'être là avec nous et à très bientôt dans une nouvelle rencontre. Merci. Avec plaisir. Merci, bonne soirée à Merci. tous. Merci, merci.